Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est arrivé au 18e siècle, le siècle des Lumières et de la Révolution. On devra faire tout le siècle dans une seule séance, donc évidemment, on va se concentrer sur les aspects essentiels. En fait, le 18e siècle est un siècle, une période de grands ferments intellectuels et politiques, d'une époque qui est caractérisée surtout par l'affirmation d'une approche philosophique à la culture. Comme vous verrez, il y a une redécouverte de la philosophie et évidemment, c'est aussi l'époque des bouleversements provoqués par le phénomène révolutionnaire. Tout cela dans un moment dans lequel euh, la langue française, déjà à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, devient une langue extrêmement prestigieuse du point de vue culturel, euh, une langue qui deviendra une des langues les plus importantes d'Europe, parlée plus ou moins dans toutes les cours européennes et par la diplomatie. À côté de cela, on assiste, et c'est là aussi, encore une fois, déjà à partir en partie de la deuxième partie du XVIIe siècle, on assiste à une partielle démocratisation de la culture et avec un élargissement de l'accès à l'écriture euh, et à l'accès à l'écriture qui est donné aussi à des couches plus vastes de la société par rapport à ce qui était avant. Finalement, comme on verra, à propos du phénomène révolutionnaire, c'est très difficile de juger ce moment à cause des questions multiples, des impulsions contradictoires que la révolution fait entrer dans la société, des idées de liberté, de démocratie, mais aussi à côté de cela, euh, une attitude d'imposition, de centralisation, de dictature même et de violence. Et aussi, par, de cette manière, un moment caractérisé par l'incapacité de traduire en pratique toutes les idées et les impulsions de l'époque. Donc on peut commencer à parler du XVIIIe siècle, justement en faisant un résumé des choses essentielles qui se passent pendant ce siècle. On avait vu la semaine dernière que au 1694, il y a la parution du premier dictionnaire de l'Académie française. Donc, la langue française est dotée d'un dictionnaire, quoique assez décevante, nous l'avons vu, mais il n'y a pas encore une grammaire, entre guillemets, une grammaire officielle. Il n'y a pas encore une rhétorique de la nouvelle langue et une poétique de la nouvelle langue. Tout cela fait aussi que la langue classique, le classicisme qui s'était imposé dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, résiste, fondé sur la langue des auteurs tels que Racine et Corneille, comme nous l'avons vu. Alors, le XVIIIe siècle, nous l'avons dit, est le siècle des Lumières, un siècle caractérisé par des grands progrès philosophiques et scientifiques. Ces progrès dans le domaine de la philosophie et des sciences expérimentales qui sont témoignés, par exemple, par l'entreprise de l'encyclopédie publiée en 1751. La- les caractéristiques principales de l'encyclopédie, ses ambitions culturelles, sont bien résumées dans l'introduction d'Alembert, l'introduction à l'encyclopédie elle-même. Comme vous voyez dans cette phrase, l'encyclopédie se pose deux buts. En tant qu'encyclopédie, ce volume doit exposer autant qu'il est possible l'ordre et l'enchaînement des connaissances humaines. Donc il y a une volonté de montrer le progrès et l'enchaînement des connaissances humaines. Et en tant que dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, qui est le sous-titre, comme vous voyez dans l'image de la couverture de la première page du premier volume de l'encyclopédie,
Donc, il s'agit aussi d'un dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers qui doit contenir sur chaque science et sur chaque art, soit libéral, soit mécanique, les principes généraux qui en sont la base et les détails les plus essentiels, etc. Donc il y a ces deux buts. Pour la première fois, on a une volonté de regrouper dans une seule publication, euh, disons, une définition large, vaste de la culture qui dépasse l'idée de érudition pour euh, passer à une vision organisée de la culture et de, du savoir, pour ainsi dire. À côté de cela, comme je vous ai dit, on remarque un progrès important du point de vue des sciences expérimentales. Cela se traduit évidemment par l'émission d'un lexique scientifique nouveau. Par exemple, un phénomène important du siècle, ce sont les conférences sur la physique données par l'abbé Nollet, euh, qui apporte, donc cette conférence donnée en 1734, qui apporte des nouveautés lexicales, comme on verra ensuite dans la partie lexicale, très importantes, qui enrichissent le vocabulaire de la langue française. Du point de vue de l'approche à la fois philosophique et scientifique, on peut constater certaines publications de Voltaire, par exemple. Voltaire qui s'intéresse à beaucoup de domaines du savoir. Ces lettres philosophiques sont publiées en 1734 et contiennent aussi certaines discussions des découvertes scientifiques et des progrès des sciences, confirmées dans une deuxième publication en 1738, c'est-à-dire un essai sur les théories sur la physique de Isaac Newton. Donc, on, comme on peut voir, c'est un siècle dans lequel la philosophie se taille une part très importante, une philosophie qui domine finalement l'organisation du savoir et l'expression du savoir, et une philosophie qui a aussi une influence importante sur la vision de la société à travers des auteurs tels que Voltaire, Rousseau et d'autres. C'est, comme on a dit, le siècle des philosophes. Les savants de ce siècle s'appellent entre eux aussi les philosophes. Et cela, petit à petit, amène à une crise, à, à la fin, pour ainsi dire, de ce qu'on appelle le classicisme. Le classicisme défini en tant que norme stricte de réglementation de la langue et du savoir, contraire à toute innovation. Donc, les progrès, les énormes progrès du point de vue scientifique, philosophique et culturel qui ont lieu pendant ce siècle, à côté de la solidité acquise, de la nouvelle solidité acquise par la langue française, et cela, nous l'avons vu déjà à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, augmente énormément le prestige du français qui devient une langue étudiée par tout le monde, parlée par tout le monde. C'est donc la langue parlée dans toutes les cours européennes. Ça devient la langue de la diplomatie et ça le restera encore jusqu'au 19e siècle, même en partie la première partie du 20e. On remarque l'acquisition de prestige du français, la diffusion du français aussi grâce à la quantité d'emprunts à partir du français qui entrent à cette époque dans les autres langues, dans toutes les langues européennes. Et finalement, nous l'avons dit et on va le répéter, c'est aussi le siècle de la Révolution française, un phénomène qui évidemment exerce une certaine influence aussi sur la langue française, comme on verra ensuite. On peut maintenant se concentrer sur certains aspects particuliers de modification culturelle du XVIIIe siècle et notamment au passage
à la critique, disons, du purisme et de l'attitude puriste par rapport à la langue et à la littérature. En fait, nous avions vu que la domination du purisme, commencé par Malherbe, continué par l'Académie française à l'époque de Vaugelas et ainsi de suite, l'Académie française donc refuse la langue qu'on appelle populaire ou en tout cas la langue inférieure. Il y a toute une certaine série de locutions, de manières de parler, de démonstratifs, d'indéfinis, de relatifs, de conjonctions, ainsi que de tournures syntaxiques et de lexique qui sont refusées par l'Académie et qui sont donc proscrites et interdites dans le bon usage du français. Cela dit, la première partie du XVIIIe siècle est encore dominée par cette attitude puriste et en particulier par une spécialisation élitiste de la langue poétique. On verra ça aussi dans la partie lexicale. Le lexique poétique est un lexique qui n'a plus rien à voir avec la langue parlée normalement tous les jours. C'est une langue qui se spécialise et qui devient en quelque sorte artificielle. Or, déjà à la fin du XVIIe siècle, quelques voix commencent à se lever pour critiquer cette attitude, et notamment, par exemple, on remarque la critique de César de Saint-Réal, qui contribue à la fin de la prétention de surveiller et purifier la langue littéraire. Notamment, comme vous voyez, il y a une image affichée qui est la couverture du pamphlet sur la critique publié par César de Saint-Réal en 1691. À côté de cela, évidemment, le passage au siècle amène des nouvelles voix qui s'ajoutent pour critiquer cette attitude, cette impostation puriste de la part de l'Académie. Et notamment, on peut remarquer, c'est assez important, la prise de position d'Oudard de la Motte contre la rigidité justement de la versification et le figement du lexique poétique que nous avons vu. Nous pouvons lire ensemble une phrase tirée du discours sur la poésie publié par Oudard de la Motte en 1707, dans lequel Oudard de la Motte nous dit est les moyens que la mesure des vers, la tyrannie de la rime, jointe surtout à la contrainte de l'ode, c'est-à-dire à toutes les modes, disons, imposées par le purisme. Il faut écrire seulement un certain type de poésie, seulement avec un certain type de vers, seulement un certain type de rime et de lexique. Euh, Est-ce que toutes ces contraintes ne nous arrachent quelquefois à un mot que nous sentons bien n'être pas le plus juste, mais que nous nous pardonnons en faveur de quelque beauté que nous serions obligés de sacrifier avec lui? Donc, la question rhétorique d'Ouda de la Motte signifie que dans certains cas, le recours à certains mots qui seraient interdits euh, est nécessaire pour ajouter de la beauté et de l'expression au texte qu'on est en train d'écrire. Donc, comme vous voyez, le début du siècle s'ouvre avec quelques critiques à cette attitude puriste. Et cela se transmet aussi à la société entière. Il y a, par exemple, une certaine reprise de créativité langagère dans les salons littéraires de l'époque du XVIIIe siècle. On doit signaler par rapport aux grandes nouveautés euh, du siècle les œuvres de Marivaux. Œuvres de Marivaux qui, ce sont surtout des pièces théâtrales, mais aussi des petits romans et d'autres ouvrages de ce type. Les œuvres de Marivaux qui mettent sur scène des personnages qui font partie du peuple, qui font partie
partie de la vie normale, de la vie quotidienne, de la vie commune française. Et en particulier, il est intéressant de remarquer la réintroduction dans les ouvrages littéraires des conversations communes et de personnages de la rue qui parlent le langage de leur temps. Alors évidemment, il ne s'agit pas encore d'une attitude mimétique telle qu'on aura à l'époque romantique et en tout cas au XIXe siècle. Il s'agit d'un recours à certaines conversations, à certains personnages dans des buts comiques qui sont les buts principaux de l'écriture de Marivaux. Cela dit, il est intéressant de remarquer jusqu'à quel point cette introduction de, d'une voix populaire, d'un lexique commun parlé à l'intérieur des ouvrages littéraires est encore une fois repoussée par l'Académie française. En fait, Marivaux avait été proposé en tant que membre de l'Académie, mais il est refusé en 1736 avec ces mots, donc avec cette prise de position de la part de l'Académie. Notre métier à l'Académie est de travailler à la composition de la langue et celui de Monsieur de Marivaux est de travailler à la décomposer. Donc, il y a un jugement fortement négatif de la part de l'Académie envers les ouvrages de Marivaux auxquels on refuse l'admission à l'Académie qui pourtant avait été justement proposée. Et cela, je trouve, il est assez significatif pour définir la lutte qui est en train de se faire encore entre une ancienne attitude puriste et une série de nouveautés qui sont en train d'entrer dans la langue française. La polémique antigrammaticale continue et il est intéressant, par exemple, de remarquer certaines prises de position antigrammaticales dans les mémoires du duc de Saint-Simon. Parmi des milliers d'autres observations, un ouvrage monumental, les mémoires du duc de Saint-Simon, mais il est intéressant parce que le duc de Saint-Simon nous fournit aussi un peu euh, justement la sensation de ce qui est en train de se passer, des positions qui sont en train de se construire, souvent critiques à cette attitude écrasante de la grammaire puriste et des grammairiens de l'Académie française. Donc, même si, surtout dans la première moitié, dans les premières décennies du XVIIIe siècle, le classicisme, la langue classique préconisée par l'Académie résiste, on commence à remarquer dans les textes écrits, dans les ouvrages littéraires, une tendance une syntaxe euh, simplifiée, moins élaborée, des phrases plus courtes et un style plus vivant comme on trouve par exemple dans les œuvres de Marivaux, mais aussi dans d'autres ouvrages de la première moitié du siècle. Pour ce qui est on a parlé de la rhétorique, mais on peut parler aussi de l'éloquence. Donc, pour ce qui est du développement de l'éloquence, un auteur tel que César Dumarsais, dans son ouvrage appelé Détrope, écrit en 1730, parle justement du développement de l'éloquence qui doit regarder plus aux passions qu'aux règles. Donc encore une fois, une redécouverte d'une éloquence engagée et d'une éloquence passionnelle qui ne doit pas se limiter uniquement à respecter des règles préétablies. Alors, dans la prochaine fiche, nous allons regarder un autre phénomène qui est très important dans le développement culturel du XVIIIe siècle et c'est la question de l'éducation. Alors, comme vous savez, sans doute, la question de l'éducation a eu un poids fondamental dans le siècle. Il y a eu beaucoup d'ouvrages, beaucoup de publications consacrées à l'éducation, et cela à partir du fait que euh, l'éducation se déroulait à cette époque encore de manière très classique. Les écoles et les collèges étaient encore confiés aux jésuites et l'enseignement se faisait encore à cette époque principalement en latin.
même l'enseignement de la langue française se faisait en latin. Cela donne lieu, évidemment, à toute une série de réflexions qui sont favorisées par les progrès de la philosophie pendant le XVIIIe siècle, et notamment, on peut rappeler, par exemple, la réflexion sur l'éducation de Charles Rollin, publiée en 1740, mais surtout, il faut parler d'une année qui est extrêmement importante de tous les points de vue pour les questions qui concernent la langue et la culture, et notamment l'éducation, et c'est l'année 1762. Il y a trois événements qui se passent, trois événements importants qui se passent en cette année. Il y a la publication de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. Émile, comme vous voyez dans la couverture qui est affichée, qui a un sous-titre qui est de l'éducation, dans lequel Rousseau développe justement toute une série de réflexions sur la manière d'éduquer les enfants en se détachant d'une attitude ancienne et d'une attitude trop figée. En même temps, dans la même année, 1762, on assiste à la suppression des écoles des jésuites et donc on est obligé de reconstituer le système de l'éducation nationale française, disons. Et toujours dans la même année, il y a la publication d'un nouveau volume. Ce n'est pas la deuxième rédaction, c'est plutôt la troisième. On verra que la deuxième est très importante, mais d'un autre point de vue. Il y a une troisième donc, édition du dictionnaire de l'Académie, publiée en 1762, qui est très important parce que c'est le moment dans lequel le dictionnaire de l'Académie accueille toutes les nouveautés du lexique scientifique qui s'était développé euh, pendant cette période. À côté de cette nouvelle réflexion sur l'éducation et d'une certaine réorganisation du système d'éducation en France, on assiste aussi au progrès dans l'accès à l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a, comme on a dit dans l'introduction, euh, une possibilité d'accès à l'écriture pour une couche beaucoup plus large de la population. Évidemment, ce n'est pas encore une possibilité d'accès généralisée et réellement démocratisée, mais en tout cas, on assiste à on remarque, disons, que pas mal de membres de la bourgeoisie peuvent apprendre à lire et à écrire, donc accéder à une possibilité d'écriture. Et il faut remarquer aussi la possibilité des femmes d'accéder à l'écriture, ce qui était moins facile auparavant. Euh, pour revenir un instant sur le dictionnaire de l'Académie, les mots scientifiques accueillis dans ce dictionnaire sont environ 5000. Donc c'est un ajout très important. Par contre, pour ce qui est de l'accès à l'écriture des femmes, on assiste à cette époque à la production de textes écrits non littéraires, des textes que parfois nous ont été conservés. C'est toujours pas facile de pouvoir accéder à ce type d'écriture qui est une écriture personnelle, pratique, souvent en correspondance privée, etc. Mais dans les témoignages auxquels on peut accéder, on remarque dans ces textes, évidemment, une langue qui n'est pas la langue préconisée par l'Académie, mais qui est une langue qui conserve des formes qui sont plus proches de la langue parlée et qui, évidemment, a aussi un niveau d'organisation un peu inférieur. Euh, pour ce qui est des femmes, on peut remarquer, par exemple, certaines lettres personnelles, privées, écrites par deux femmes connues, entre guillemets. Il s'agit donc de Thérèse Levasseur, la femme de Jean-Jacques Rousseau, et d'Antoinette Champion, la femme de Didier Diderot. Je vous donne juste un exemple, un petit échantillon de l'écriture de Thérèse Levasseur. Alors, dans les deux cas, la culture d'Antoinette Champion, évidemment, est un peu plus élevée. Elle a probablement eu accès à un degré d'éducation un peu plus haut, alors que euh, Thérèse Levasseur a une culture vraiment de base, et cela se traduit dans ses lettres, dans une écriture tout à fait impressionniste, pour ainsi dire. Par exemple, elle ne sait pas
elle ne connaît pas du tout l'orthographe, comment écrire en français. Elle écrit comme elle le sait. Donc, vous voyez, mon cher ami, quelle joie avec un G que j'ai eu de recevoir de vos chères nouvelles. C'est même très difficile à comprendre d'une certaine manière cette écriture qui non seulement n'utilise pas une ponctuation régulière, mais qui a, comme vous voyez, une orthographe très impressionniste, fondée probablement sur une manière spontanée de transcrire euh, le français parlé. Je vous assure que euh, manque pris ne tenait plus à rien de douleur de ne pas vous vouloir. Donc, il exprime, Thérèse Levasseur, dans ce texte, elle exprime la douleur pour la séparation d'un ami et la tristesse de ne pas plus pouvoir le voir à cause du fait qu'ils ont été séparés et de nous séparer sans pouvoir vous dire tous mes sentiments. Donc c'est juste un petit échantillon, mais qui vous fait comprendre qu'à côté du niveau très réglementé de la langue officielle préconisée par l'Académie, il commence à y avoir toute une série de textes écrits par une couche sociale qui n'a pas accès à ce niveau extrêmement élevé d'éducation et qui donc écrit une langue qui n'est pas encore fixée d'un point de vue grammatical et orthographique. Je vous renvoie aux autres textes que vous avez dans le dossier pour voir d'autres exemples de ce type d'écriture. On peut évoquer aussi, et ce texte, on le verra un peu plus dans le détail dans le commentaire des textes, justement, un autre texte qui est le journal de ma vie du vitrier Jacques-Louis Ménétral, un texte écrit principalement en 1764 il s'agit d'un manuscrit qui a été découvert assez récemment, dans les dernières décennies du XXe siècle, et publié en 1982. Pardon, 1982. Ce texte est très important parce que justement, il nous montre les ambitions littéraires, entre guillemets, autobiographiques en tout cas, de quelqu'un qui n'est pas un membre de la haute société. Il s'agit d'un vitrier, mais d'un vitrier qui a certaines ambitions culturelles, qui se vante d'avoir côtoyé, d'avoir connu Jean-Jacques Rousseau, par exemple, et qui écrit d'une manière, on le verra dans le commentaire des textes, très personnelle, très particulière aussi. La chose intéressante à remarquer de ce personnage, c'est que souvent, l'accès à l'éducation, donc au-delà de réflexions philosophiques sur l'éducation, après, finalement, dans la pratique, c'était toujours l'Église qui assurait l'éducation aussi des couches plus larges, plus basses de la population. Jacques-Louis Ménétral, par exemple, nous avoue lui-même qu'il a appris à lire et à écrire dans l'école de la paroisse. Donc, c'est une école gratuite, ouverte à tous ceux qui voulaient et qui pouvaient y accéder, qui permettait aux gens d'acquérir des instruments de l'écriture et de la lecture de base pour pouvoir après euh, accéder à ces instruments. À côté de ça, on constate que aussi une reprise du théâtre populaire et satirique qui, euh, par exemple, on évoque la personnalité de Jean-Joseph Vadet, et c'est dans ces textes de théâtre populaire et satirique qu'on constate une reprise de dialecte, une nouvelle attention portée sur les langues minoritaires et sur les langues régionales qui avait été quelque peu limité à l'époque du purisme, comme nous avions vu. On arrive ainsi à la dernière fiche consacrée à la Révolution, bien entendu, et aux effets de la Révolution sur la culture et sur la langue en particulier. Euh, Comme je vous ai dit dans l'introduction, la Révolution est un moment plein de contradictions.
dans lequel il y a des énormes inspirations, beaucoup d'idées mises en commun et partagées, discutées, mais une difficulté dans la réalisation de ces idées. Euh, on a une impulsion vers une plus grande liberté et démocratisation de la culture, mais à côté de ça, comme vous savez, il y a aussi un effet d'imposition qui amène jusqu'à la dictature et une imposition qui se reflète aussi sur la question de la culture et de la langue. Notamment, c'est pendant la période révolutionnaire qu'on essaie d'éradiquer, d'extirper complètement les dialectes, les patois, pour imposer une langue unique. Témoignage de cette tentative révolutionnaire, c'est l'enquête linguistique de l'abbé Grégoire, euh, menée entre 1790 et 1793, qui a le but justement de fournir un matériel pour permettre aux responsables de la révolution de éradiquer complètement les dialectes. Pourquoi? Parce que la langue unique était vu comme nécessaire pour faire mieux passer les idées de la révolution, les nouvelles idées révolutionnaires. Mais encore une fois, on fait cela à travers une imposition et une centralisation qui est, si vous voulez, contraire aux instances démocratiques qui étaient pourtant préconisées par certains des révolutionnaires. Du point de vue de la langue de la Révolution, on constate un certain retour à des modèles anciens, des modèles antiques. On s'inspire. euh, donc d'un côté, ce qu'on peut dire, c'est que les modèles rhétoriques des révolutionnaires sont toujours des modèles aristocratiques. Et surtout, certains des philosophes ont une conception très passive du peuple. Donc, quand ils parlent du peuple et de la liberté du peuple, ils ne parlent pas du niveau le plus bas du peuple, justement, parce que le niveau le plus bas, c'est-à-dire le non-bourgeois, euh, doivent être éduqués. Il y a toujours cette attitude un peu complaisante des intellectuels qui pensent de devoir éduquer, de devoir forcer une éducation du peuple, pour ainsi dire. C'était en tout cas la position de Voltaire. Et du point de vue de la rhétorique révolutionnaire, on regarde en arrière vers les modèles antiques Grèce, de la Grèce et de Rome, et on arrête donc, pour ainsi dire, euh, d'approfondir la rhétorique qui est propre de la langue française. Et cela provoque un blocage, de certain moment, de l'évolution de la rhétorique française qui était par contre commencée malgré tout à l'époque puriste. De l'autre côté, la période de la décennie révolutionnaire se distingue pour une certaine, comment dire, fureur de la parole. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'assemblées, on parle tout le temps. Il y a aussi une multiplication des écrits, et des écrits qui ne sont pas seulement des écrits littéraires et culturels, mais il s'agit aussi de pamphlets, de documents, de rapports, donc de textes écrits dans un style qui n'est pas un style très élevé, très surveillé, mais un style pseudo-journalistique. Et à côté de cela, on assiste au refus du latin. Donc, de ce point de vue-là, c'est une chance extraordinaire pour le français de euh, commencer à se frayer le chemin à travers la supériorité du latin qui était encore affirmée dans certaines écoles de l'époque. Donc, toute cette attitude, la quantité d'assemblées, de discours, etc., euh, amène évidemment à une nouvelle construction linguistique importante et à l'introduction d'un lexique qui sera le lexique typique de la évolution. À côté de ça, on revient aux philosophes et aux intellectuels du XVIIIe siècle, on constate une nouvelle passion pour la langue anglaise. Euh, Voltaire, surtout, affichera une véritable anglophilie euh, et cela provoquera une influence importante de la langue anglaise sur la langue française avec l'entrée dans la langue française euh, toute une série d'emprunts de l'anglais. Cela jusqu'à
la période immédiatement suivante à la Révolution, dans laquelle on se crée par contre une hostilité anglo-française à cause du soutien accordé par les révolutionnaires françaises à la Révolution euh, américaine, qui est par contre un véritable mouvement d'indépendance par rapport à l'Angleterre. Donc cela arrête en quelque sorte l'anglophilie du XVIIIe siècle. Du point de vue de l'éducation et de l'instruction, on assiste, pendant la période révolutionnaire 1791, à la création de ce qu'on appelle le comité d'instruction publique, dans laquelle on affirme que le français doit devenir la langue de l'éducation. On a vu que jusqu'à ce moment-là, l'enseignement supérieur était donné encore, dans la plupart des cas, en latin. Or, ce comité d'instruction publique est encore une fois une des institutions créées par la Révolution qui ne donneront pas d'énormes résultats dans l'immédiat. C'est-à-dire que toutes les propositions de renouveler, de réformer l'instruction et l'éducation n'aboutiront pas dans les années immédiatement suivant la Révolution. Donc, comme je vous ai dit, la Révolution, avec toutes ses contradictions, amène en tout cas beaucoup d'impulsions nouvelles, beaucoup d'idées euh, nouvelles euh, qui créent une véritable mystique de la Révolution. Or, c'est exactement contre cette mystique révolutionnaire euh, que le romantisme s'opposera. Et cette réaction romantique contre la mystique révolutionnaire préparera un certain retour à un nouveau classicisme français. Je mets classicisme entre guillemets parce qu'il ne s'agit pas du classicisme uniquement de la deuxième moitié du XVIIe siècle, Racine et Corneille, etc. Mais le romantisme renouera avec le progrès de la langue pendant les siècles et mettra en valeur même euh, certaines formes littéraires euh, de la fin du Moyen Âge ou du XVIe siècle, ainsi que un certain niveau de langue populaire. Donc il y a cette réaction qu'on verra justement la semaine prochaine quand on parlera du 19e siècle. Et c'est tout donc pour la première partie de cette séance. On passe maintenant à traiter des phénomènes phonétiques et lexicaux euh, très importants de ce même siècle.